Oui, c'est une question difficile et qu'on peut aborder à différents niveaux, pas seulement au niveau de l'événement politique actuel, de l'immigration, qui nous confronte à une situation tout à fait nouvelle, de savoir d'abord quoi faire de ces quantités impressionnantes de gens qui viennent d'ailleurs et qui viennent surtout aussi d'une autre ère culturelle, surtout du Moyen-Orient et d'Afrique. Donc des gens qui ne sont pas seulement des étrangers venant du même continent, mais qui viennent de continents différents. Donc à la fois c'est la réédition d'une question ancienne et c'est aussi une question foncièrement nouvelle. En quoi est-ce que quelque chose, un phénomène se répète qui est connu? C'est qu'une société, même si elle veut se préserver, elle ne peut jamais arriver à se fermer complètement sur elle-même. Même si à l'origine, c'est peut-être la tendance de toute société, de ce qu'on appelle, entre guillemets, les sociétés primitives, construites sur un modèle d'une société fermée. Il y a encore sur Terre des sociétés fermées qui existent, mais elles sont des restes archaïques d'un moment de l'histoire de l'humanité, et l'époque moderne est confrontée au contraire à une ouverture forcée de la société. C'est jamais un mouvement, disons, volontaire. Il faut déjà un certain nombre d'événements, ou bien de crises intérieures, ou bien de crises extérieures, pour qu'une société s'ouvre. On a constaté la dernière tentative farouche de fermer la société, c'était sous le national-socialisme, où on a voulu pousser jusqu'à l'extrême l'élimination de la différence, donc de l'altérité, et surtout d'une altérité radicale, comme représentée pour l'Europe depuis presque 2000 ans, le peuple juif. Avec l'idée que si on arrivait à éliminer cette altérité radicale, on constituerait un nouveau type de société. Et ce qui est vrai, ça constituerait un nouveau type de société, mais avec toute la barbarie que ça supposait. Et à quoi il faut ajouter, il n'y a pas de plus sûr moyen pour une société de se suicider, de s'autodétruire, que de vouloir éliminer l'altérité. Et de ce point de vue, l'enseignement de la psychanalyse est certainement intéressant. Il faudrait voir sur le plan de la philosophie si la société peut-être a pu être pensée dans ce sens-là. Ça, c'est une question de la science politique, de la philosophie politique importante. Comment une société se fonde-t-elle? Si on devait élaborer une science politique à partir de la psychanalyse, on dirait certainement que la société est fondée sur l'altérité. Et sur une altérité radicale, ce qui veut dire qui est destiné à ne jamais pouvoir être intégré. C'est à partir de là qu'un clivage s'opère, mais qui est constitutif de la vie sociale, de la société, de la structure de la société, et de tout ce qui peut s'élaborer. Une société, elle ne peut être que clivée. On le voit sur le plan
de la manière dont se passe la vie politique. On parle, pour simplifier, d'une droite et d'une gauche, on peut l'appeler autrement, mais on a besoin de ce clivage pour qu'une vie en société soit possible. Alors ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle, c'est bien sûr à la fois une répétition de ce qui est connu. Si on remonte un peu plus loin dans le passé, on pourrait dire que chaque être humain, chaque membre d'une société est un immigré ou est un descendant d'immigrés, parce que a priori la terre n'appartient à personne. Si après il y a eu une appropriation de la terre, du territoire, avec la constitution des nations, c'est un phénomène qui s'est ajouté peu à peu, qui n'est pas originaire. Donc c'est une élaboration qui est venue à la suite d'un certain mouvement politique entraînant des clivages de la répartition des territoires, etc. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un phénomène qui est fondamentalement nouveau. Tout en se basant sur des mécanismes connus, c'est l'afflux en très grand nombre, et je crois que là le facteur quantitatif joue aussi un rôle, pas seulement qualitatif, d'où viennent ces gens, mais ils viennent en très grand nombre, en si grand nombre que nos démocraties européennes ne peuvent pas faire semblant d'ignorer. Donc ils font irruption sur les territoires de l'Union européenne, donc qui est appelé à reconsidérer un point politique fondamental, justement à partir de quelle altérité, de quelle conception de l'altérité cette société dans laquelle nous vivons peut se constituer et donc aussi se reproduire. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est l'attitude d'un pays comme l'Allemagne. Peut-être aussi par rapport à l'histoire de ce pays, c'est le pays qui a le plus nettement pris position en faveur des réfugiés. Les Allemands sont, et aussi une bonne partie de l'Europe de l'Ouest, est assez choquée par l'attitude des pays de l'Europe de l'Est, qui les refusent, qui refusent d'intégrer ces réfugiés, alors qu'ils disent mais ils font partie d'un projet commun et c'est le devoir, l'obligation des démocraties occidentales d'intégrer, d'accueillir ces réfugiés qui sont dans une position de faiblesse et de fragilité souvent très importante. Donc ça va forcément avoir des conséquences qu'on ne peut pas prévoir, de donner une place non seulement à des gens venus d'ailleurs, mais appartenant à une autre ère culturelle, à une autre tradition. Donc en grande partie pour les réfugiés qui viennent de Syrie, ou même de l'Afrique du Nord, de la Libye, etc., de religion musulmane. Donc c'est un phénomène nouveau dans cette ampleur pour l'Occident chrétien ou la chrétienté occidentale d'intégrer des musulmans dans une échelle de cet ordre. Donc on aura une société qui va changer, qui va bouger, qui va devoir s'adapter à une population qui a une tradition foncièrement différente
de la leur. Donc, c'est à voir. C'est à voir. C'est difficile de prévoir ce que ça va donner. On a vu que des pays comme l'Allemagne et aussi la France ont accueilli des communautés musulmanes déjà très importantes. C'est pour ça que la France, elle est un peu plus réticente avec son modèle d'intégration où on attend que tous les étrangers qui viennent acceptent, se soumettent aux lois de la République. Mais c'est finalement une situation qui se présente sous cette forme dans tous les pays d'Europe. Et donc aussi avec la difficulté pour les immigrés de savoir à quelle loi se soumettre, à quelle tradition se soumettre, à quel saint se vouer, on pourrait dire. Il y a bien sûr d'une part les lois de la démocratie, les lois de la République, et de l'autre côté, les lois d'une tradition ancienne que ces gens, en se déplaçant, ne peuvent pas dénier ou désavouer. Donc c'est une tradition qui porte avec eux et qui forcément va pouvoir se développer autrement, sous d'autres conditions, dans un environnement politique et culturel différent. Et donc par rapport à la question du multiculturalisme, il y a des sociétés qui sont de ce point de vue-là plus avancées que la société européenne. C'est la société anglo-saxonne. Et je pense surtout aux États-Unis, dans une certaine mesure aussi l'Angleterre, elle fait bande à part par rapport à la politique continentale, parce qu'il n'essaie pas d'intégrer toutes les communautés à la communauté nationale, ou si une communauté est intégrée dans la nation, ça ne veut pas dire qu'elle va renoncer à ces traits qui la caractérisent, ne serait-ce que sur le plan vestimentaire. Il y a toute une discussion à la fois en France et en Allemagne sur le fait, sur les traditions vestimentaires. Voilà. Donc ce sont des questions nouvelles qui se posent, qui vont être débattues et qui constituent un réel défi pour nos pays. Pas seulement un défi à notre générosité, mais aussi à notre capacité de donner une place à l'autre. Et donc aussi avec des questions théoriques tout à fait passionnantes qui sont soulevées par cette situation nouvelle, c'est comment penser cette altérité. Qu'il ne s'agit pas forcément et exclusivement d'intégrer, mais qu'il s'agit aussi de respecter dans sa différence. Et dans une différence qui va probablement légèrement déplacer le centre de nos sociétés. Le centre comme étant cette ligne de clivage qui définit une société et qui ne sera plus exactement la même qu'avant. Donc nos sociétés vont changer. Elles vont de toute façon changer, mais là, avec un apport extérieur massif considérable. Oui, c'est une autre difficulté à laquelle est confrontée notre modernité en Occident, mais on aurait envie de dire pratiquement dans tous les pays du monde, où semble-t-il un modèle
économique semble s'imposer, ou est en train de s'imposer, qui est le modèle capitaliste, ou ce qu'on appelle encore le néolibéralisme, ce par quoi on entend la recherche du profit, du gain à tout prix. Et une recherche qui est si poussée que les forces du marché qui sont en cause semblent être plus fortes que les résistances qui peuvent y opposer les États, les gouvernements. Et donc ça, c'est une situation nouvelle qui se distingue du début du libéralisme au XIXe siècle, où on parle parfois d'une époque sauvage du capitalisme, où le prolétariat était littéralement exploité, et où le travail des enfants continue à nous choquer, donc qui était très répandu et continue à nous choquer jusqu'à ce jour. C'était à certains grands écrivains de l'illustrer, de montrer jusqu'où pouvait aller cette exploitation. Aujourd'hui, cela se passe d'une façon à la fois plus soft, on le voit moins, encore qu'on sait que traditionnellement, il y a des pays où le travail d'enfant continue à exister, même à ce jour, où on sait que les travailleurs ne sont pas protégés par des lois, ou si ces lois existent, elles ne sont pas respectées. Donc on sait très bien que ça existe à l'heure actuelle, mais on voit que les forces du marché sont telles qu'ils, comme je l'ai dit, qu'elles sont plus fortes que les résistances que les États peuvent opposer. Mais quand même aussi avec l'exigence pour le politique, pour la dimension du politique, d'intervenir comme régulateur. Alors, pourquoi? Parce que l'économie, et là on touche à ce point, à cette question du réel qui a été soulevée, l'économie constitue le réel de nos sociétés. C'est à ce niveau-là qu'interviennent des forces de production, de transformation de la matière, et donc et c'est à partir de là que se répartit le travail, que le travail est d'abord devenu une valeur marchande, le travail pouvait être acheté, c'est là-dessus que sont basés les travaux de Marx, et avec l'industrialisation naissante, la structure de la société a fondamentalement changé. Et nous vivons dans l'après-coup de cette révolution industrielle qui s'est produite au cours du XIXe siècle, mais avec l'industrialisation, la planétarisation de l'industrie et de la technique, toutes les sociétés sont en train de se transformer. Et donc, il ne s'agit pas de dénoncer uniquement ce qui est en cause, mais d'essayer de comprendre quelles sont les forces et les mécanismes en jeu. Parce que c'est la production industrielle qui a été soumise à des révolutions successives et à des crises successives, qui a établi un nouveau rapport social. On peut dire de rapport de classe. Même si aujourd'hui on ne parle plus de classe, les clivages ne sont que d'autant plus éclatants entre les classes possédantes ou riches et les classes démunies.
Ce n'est pas la répartition des classes traditionnelles du 19e siècle, mais c'est un autre mécanisme non seulement de production, mais aussi de reproduction de la société qui a été mis en place. Parce qu'une société, elle n'est jamais, comme l'individu, elle n'est jamais réduite à un état statique, mais elle est en constant mouvement, et la société est appelée à se reproduire régulièrement. Mais cette reproduction n'est jamais égale à elle-même. Donc chaque fois, elle entraîne une transformation. Et c'est à partir de ces mécanismes de transformation liés à la production industrielle que se produit une nouvelle répartition des richesses. Donc le phénomène le plus marquant et qui a les conséquences les plus graves pour l'individu, c'est que cette reproduction, donc j'ai dit qu'il ne reproduit pas un état égal à lui-même, mais qui crée une différence, cette reproduction crée des crises. L'économie, telle qu'elle fonctionne, ne peut pas fonctionner sans crise. Et dans cette crise, c'est chaque fois, elle est liée à la fois à un mouvement de destruction, de richesses, parfois d'individus qui sont entraînés dans un abîme, dans une ruine, et à la fois, c'est à partir de cette perte, de cette déperdition, que quelque chose de nouveau se crée. Et donc, on peut aussi à ce niveau-là introduire des notions psychanalytiques, comme par exemple celle de la jouissance. L'économie, c'est d'abord une économie de la jouissance. On produit de la jouissance, mais de la jouissance, finalement, on aperçoit ou on ne perçoit quelque chose, on ne saisit quelque chose que par le biais de cette déperdition qui se manifeste donc sur le plan des sociétés par des crises plus ou moins grandes économiques. Donc il y a ce jeu entre destruction et construction, entre déperdition et création de quelque chose de nouveau. Ce sont des lois qui interviennent et il est très étonnant des lois de l'économie et que les théoriciens de l'économie essaient d'étudier. Donc on a aussi créé un prix Nobel de l'économie parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'est un phénomène extrêmement important. Ce sont des lois qui ne sont pas réductibles aux lois de la nature, ni à des lois juridiques. Le juridique est aussi, même s'il intervient, il vient toujours dans l'après-coup d'une crise, pour essayer de rétablir un équilibre, ou pour essayer de refaire une lecture de ce qui s'est passé. Mais ce sont des lois qu'il est absolument important d'étudier pour, non pas forcément pour pouvoir éviter les crises à venir, mais pour peut-être mieux développer un autre maniement de ces crises. Il est toujours étonnant qu'à chaque fois qu'on sort d'une crise, et que donc un certain optimisme est en train de se répandre, que même parfois les plus importants représentants des sciences économiques ou les plus grands acteurs de l'économie pensent qu'il n'y aura plus de crise, qu'on y échappe, ou qu'il est seulement possible d'échapper à ce mécanisme de la crise.
alors chaque fois, il y a des rythmes qui se reproduisent avec une régularité étonnante des crises et qui fait penser à une des premières descriptions de ces crises économiques qui se trouve dans la Bible, avec l'interprétation du rêve du Pharaon par Joseph, qui parle des vaches maigres et des vaches grasses bien portantes. Et donc c'était chaque fois avec une périodicité de 7 ans que se reproduisait, qu'une transformation avait lieu. Et on a l'impression qu'on continue jusqu'à ce jour à vivre, que nos sociétés vivent un rythme qui est scandé par des crises économiques. C'est le réel auquel nous nous heurtons. L'économie est là pour produire des biens de consommation, de développer un certain rapport à la jouissance, mais qui n'est jamais maintenu à l'état tel quel, qui entraîne forcément sa déperdition. Alors, je ne sais pas si il y a une issue à ce rythme, mais peut-être qu'on arrivera avec le temps à un peu mieux comprendre cette rythmicité, à mieux peut-être manier les facteurs qui la déterminent ou qui déterminent cette rythmicité.